Alors, bonjour, on va commencer cette matinée par des sujets d'urologie. Le petit problème, c'est que, enfin, une proposition, c'est que le docteur Saadi va entamer cette session par hormones et sexualité. Le docteur Saadi, c'est un urologue, sexologue, andrologue et tout ce que vous voulez. Hein. Donc, il a une très belle présentation qu'il va faire. Et après, c'est docteur Bondil. Je propose que, entre les interventions du docteur Pierre Bondil, qui est lui aussi chirurgien, urologue et sexologue, que Philippe Bruno va intervenir entre les deux. C'est possible? Si tu veux. C'est-à-dire que ce serait quoi vieillesse et sexualité, hein, puis désir et sexualité, et puis reprend à la fin oncologie et sexualité. Hein, sans problème. Alors c'est juste pour vous informer, surtout Madame Professeur Alami, vous informer que les assises qui se passeront à Marseille fin mars, j'ai eu une proposition de la part de Marie-Hélène Colson. Pour éventuellement, si on peut former un groupe, on aura une cotisation minorée. Okay, très bien, voilà. Je donne la parole à Dr Saadi. Merci, cher ami. Bonjour à tous. On m'a demandé de parler d'hormones et sexualité, et donc c'est un sujet qui est assez large et assez complexe pour le cerner en si peu de temps. Donc je me suis d'abord assujetti à respecter le timing et d'emblée d'essayer de toucher les éléments les plus importants dans notre pratique quotidienne pour réussir à cerner la question. La question se centre essentiellement autour de la testostérone, de la libido et de la sexualité. Mais autour d'elle, il y a beaucoup d'éléments importants qui partent de la génétique et finissent par le déficit lié à l'âge, son traitement, sa compensation et ses recommandations surtout. D'emblée, je ne parlerai pas de la femme, c'est pas par manque d'envie d'en parler et de sa sexualité et de ses problèmes, mais il y a parmi nous Michel qui est assez compétente dans le sujet d'abord, parce qu'elle est gynécologue, deuxièmement parce qu'elle s'intéresse à la question depuis un bon nombre d'années et la communiquerait dans une prochaine communication, dans la session prochaine. Tout commence au niveau du chromosome Y. La masculinité commence au niveau du chromosome Y et notamment dans la partie SRY qui est un codon, un ensemble de gènes qui se situe au niveau du loci 11-13 du bras court du chromosome X. C'est à ce niveau-là que se détermine la sexualité de l'homme, son sexe, sa sexualité et sa régulation hormonale, morphologique, puberté et tout. Sans ce gène, ou à la moindre mutation au niveau de ce gène, on n'a pas de déterminisme masculin. Donc c'est lui qui commande. Ça, c'est de façon schématique, simple. Quand on se plonge un peu dans la morphologie de ce chromosome, le gène SRY, il est à ce niveau-là, mais on remarque que dans le bras long, il y a un ensemble de gènes qui contrôlent la spermatogénèse et la spermiogénèse, notamment les zones AZFA, AZFB et AZFC qu'on demande par la demande de microdélétion du chromosome Y quand on est devant les azoospermies ou les arrêts de maturation au niveau du testicule. Et ça, je ferme la parenthèse et on revient vers notre gène SRY. Le SRY, donc, qui est au niveau du chromosome Y, mais il ne travaille pas tout seul. Il est modulé par une cascade de gènes et de chromosomes qui interviennent, notamment le chromosome 11, le chromosome 9, le 17, le 19. Ceux qui commandent la synthèse de l'AMH, mais aussi ceux qui gênent, les gènes qui sont des modulateurs du WT1, qui est un relais du SRY. Le WT1, c'est le départ avant le SRY, c'est lui qui le module. Le gène de la tumeur de Wilms. Et le SOX et le CF1,
ils sont des promoteurs, et le DAX, il intervient essentiellement quand il n'y a pas d'AMH et quand il module l'ovogénèse chez la femme. Le chromosome Y, c'est elle qui va déterminer que la gonade primordiale va devenir un testicule ou pas. Et la présence de ce testicule par le SRY va faire deux choses. Premièrement, la testostérone et deuxièmement, l'AMH. L'AMH, c'est la cellule de Sertoli qui la sécrète. La testostérone, c'est la cellule de Leydig. Si on a ces deux-là, les canaux de Müller vont régresser. Comme s'il se passait, si on n'a pas la testostérone et l'AMH, on évoluerait spontanément vers un déterminisme féminin. Et c'est que la présence de la testostérone et de l'AMH qui va en faire un déterminisme masculin, c'est-à-dire le développement des canaux de Wolff qui vont être à l'origine des organes génitaux externes et de la différenciation sexuelle avec son accès au niveau cérébral sur le cortex et sur le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Ces deux canaux sont au niveau du mésonéphros et c'est eux qui vont donner l'essentiel des voies génitales chez l'homme. C'est une chronologie qui se fait, qui respecte les semaines de grossesse, qui respecte depuis la naissance à la puberté, et le moindre trouble dans cette chronologie va aboutir à des troubles, soit des retards pubertaires, soit des malfaçons ou malformations, comme ce qu'on a de plus en plus l'habitude de voir, comme les hypospadias et les testicules non descendus. Donc, on a vu le gène, on a vu la gonade qui va se développer grâce à la testostérone et l'AMH, c'est-à-dire la Sertoli et la cellule de Leydig, le cycle des hormones, et après, on a la morphologie qui va définir le phénotype. Et l'ensemble va aboutir à la puberté, à une physiologie sexuelle différenciée d'un homme reproducteur. Si on n'a pas une sensibilité au niveau du récepteur de la testostérone, qui est un récepteur cytoplasmique, il n'est pas membranaire, on aboutit à le syndrome d'insensibilité aux androgènes qu'on appelle classiquement le testicule féminisant. Ça, c'est une parenthèse. Et cet axe-là, par lequel l'hypothalamus conduit à la régulation de l'activité des cellules de Leydig et celle de Sertoli, et en particulier la spermatogénèse et la testostérone qui ont fait le soutien, exerce aussi, par le biais de l'inhibine et par le biais de la testostérone au niveau hypopituitaire et au niveau hypothalamique, un feedback négatif. Et au niveau du testicule, il y a un contrôle qui n'est pas que endocrine, il est aussi paracrine, par l'activité de la FSH, de l'inhibine et de la testostérone directement sur la cellule de Sertoli, qui est une cellule géante, qui est la nourrice et le soutien de la spermatogénèse. Les androgènes, ça commence au niveau du cholestérol. C'est le cholestérol qui est le primum movens, grâce à la cytochrome P450 et à l'activité de la LH, qui va faire que la cellule gonadique va incorporer le cholestérol et va faire la cascade qui aboutira à la testostérone. Biologiquement inactive si elle n'est pas transformée en DHT sur les organes cibles grâce à la 5-alpha réductase. Et je vous signale que la 5-alpha réductase, c'est au niveau du chromosome 2 et c'est au niveau du bras court et de la position 23. Et l'aromatase peut donner un peu d'ostradiol, on en a besoin pour la spermatogénèse et pour le contrôle endocrinien, même chez l'homme, grâce à l'aromatase. Et l'aromatase, elle est sous l'effet de la FSH, au niveau également de la cellule de Sertoli. La testostérone qui va circuler, celle qui est biologiquement active, c'est celle qui est soit libre, soit liée à l'albumine. C'est celle qui est biologiquement active et c'est celle qu'on va aller spécifier quand on fait le dosage et quand on a un trouble au niveau de la totale ou quand elle est limite avec des signes cliniques franchement parlant. Le reste, il est lié à la SBG, la Sex Hand Bending Globulin, qui va augmenter sa fixation et son chiffre quand on a un hypogonadisme.
Quel est l'effet de la testostérone chez l'homme adulte? Plein d'effets, je ne vais pas vous les relater, je vais essentiellement parler de la libido. La libido, c'est au niveau du cerveau que ça se passe. Donc c'est l'action des hormones au niveau du cortex. Au niveau... qui dépend de la testostérone? Le désir sexuel, la fréquence des rapports, la qualité, la spontanéité et la rigidité qui aboutissent à des orgasmes et à l'éjaculation, ils sont directement liés à la présence de la testostérone. L'âge, bien entendu, il a une grande influence au niveau de la testostérone. Ce n'est pas toujours évident, mais on est à peu près à 50%, 60%, 15% de personnes souffrent d'hypogonadisme. Ça n'empêche qu'ils peuvent garder une activité sexuelle et ils gardent aussi une certaine classe et une certaine élégance et stabilité dans les couples. Tous les stéroïdes vont dégringoler avec l'âge. Il n'y a pas que la testostérone. La perte de leur rythme nectiméral au niveau de tout ce qui est sécrétion pulsée au niveau hypogonadique, en particulier celle de la GnRH, mais aussi de l'estradiol biodisponible, la SBG qui va augmenter, la testostérone qui va baisser, mais aussi tout ce qui dépend de la DHEA et de les hormones androgènes. Chez l'animal, on va aboutir, comme chez l'homme, à une baisse de la libido, la fréquence des rapports chez l'animal, et la libido chez l'homme et la dysfonction érectile, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, l'effet de la castration. Le premier symptôme, c'est la baisse de la libido, mais aussi une cascade de dépression, fatigue, le manque d'énergie, fonte musculaire, chute de cheveux. Ce déficit, donc, il va s'installer sous forme d'intérêt sexuel et de désir qui va diminuer, diminution de la rigidité. Au niveau du pénis, on va assister essentiellement à une apoptose de la cellule musculaire lisse au niveau de la verge et une adipose. Au niveau de l'érection, les érections, ils ne sont pas, quand elles sont nocturnes, ils ne sont pas androgénaux dépendantes. C'est-à-dire que pas mal de gens, notamment les malades castrés pour les cancers de prostate, ils continuent parfois à garder des érections nocturnes. Mais c'est des érections nocturnes qu'on peut mettre en évidence par une plétismographie pénienne nocturne. Les érections induites par une vidéo érotique et une stimulation importante continueront aussi à se manifester, malgré un hypogonadisme. Par contre, l'activité sexuelle globale, elle va être défaillante, et plus on augmente dans l'âge, plus les chiffres, quels que soient les pays, quelles que soient les statistiques, vont montrer cette baisse et ce déclin à cause de ce manque de pulsatilité de GnRH qui se fait toutes les 90 minutes, qui déverse au niveau des veines portes, au niveau de l'hypothalamus et au niveau de l'hypophyse. Quand on a une baisse de cette pulsatilité, on a une baisse de la testostérone. Et c'est ce qui existe exactement chez la femme quand elle va avoir une faillite de l'ovulation à cause de ce manque de pulsatilité de la GnRH. La réponse à la GnRH va être retardée parce que l'axe est défaillant devient défaillant dans toute sa totalité jusqu'au tissu cible. Et si on s'amuse à prendre grosso modo tous les patients et on commence à doser leur testostérone, on va voir qu'en deçà d'un chiffre entre 2 et 3, on a des chiffres qui s'inscrivent dans le grand déficit androgénique et qui va commencer à 70. Ceci au niveau testostérone total. Si on les groupe par groupe, plus ils vieillissent, plus on a cette baisse de la moyenne de la testostérone. Donc ça montre franchement que l'âge a une grande influence. Et si on le fait en horizontal, pareil, les groupes, en le surveillant pendant une dizaine d'années, on voit qu'ils vont voir baisser le contrôle prospectif leur sexualité. Donc ce pourcentage, comme j'ai dit tout à l'heure, 40, 70, on a déjà 7 ans. Au-delà de 60, on passe à 22%. Un malade sur 5, au-delà de 60 ans, il est en déficit androgénique. À 22%, un malade sur 5. Et s'il est malade par d'autres maladies de comorbidité, on va voir que sa testostérone va baisser. Donc plus il est âgé, plus sa testostérone est basse, et plus il est malade, plus elle est basse.
conclusion, il vaut mieux être jeune et en bonne santé. Les plaintes, comme j'ai dit, c'est la diminution du désir, les érections psychogènes, l'orgasme moins vif, l'éjaculation, tout ça, c'est des manifestations sexuelles du vieillissement. Et la testostérone, certaines études sont encore plus pessimistes et parlent du commencement de la baisse de la testostérone. S'il s'agit de doser la biologiquement active, on arrive à être significatif pratiquement entre 30 et 40 ans. C'est assez parlant. C'est comme si on veut dire que la femme peut aussi commencer un déclin des ovocytes avant même d'avoir une puberté. Et on parle même de ce déclin in utero. La ménopause commence in utero. La cause essentielle chez l'homme, c'est aussi l'augmentation de la SBG. La SHBG qui va faire une chélation de tout ce qui est testostérone libre biologiquement active. Ce chiffre va augmenter et on verra au niveau plasmatique la totale qui vont décliner. Et la biodisponible aussi. L'association avec la dysfonction rectile est assez parlante et plus la dysfonction rectile est sévère, plus elle est liée directement à la baisse de la testostérone. Quand on rajoute du détastyride, c'est l'avodar qu'on donne pour l'hypertrophie bénigne de la prostate et qui agit par le blocage de la 5-alpha-réductase, fera qu'on aura moins de DHT. Et si on a moins de DHT, on a une dysfonction érectile malgré des taux de testostérone élevés. Donc, à chaque fois qu'un malade est sous avodar ou finastéride aussi, il faut se méfier de sa testostérone parce qu'elle peut être élevée alors qu'il n'a pas de DHT. Et c'est exactement dans le même style qu'il faut se méfier de son PSA, qu'il faut pratiquement le multiplier par 2. S'il a un PSA à 4 sous dutastéride, c'est comme son PSA est à 8. Donc il est déjà relativement anormal et qu'il va falloir aller chercher plus loin s'il n'y a pas un adénocarcinome prostatique avant de le mettre sous androgène. Par contre, ce qui est relativement fâcheux, c'est de trouver des jeunes traités par androgène. Donc les jeunes sont par définition le plus souvent et de façon écrasante sont eugonadiques, donc ils ne sont pas dans le besoin. Si on les traite, on fait plus de dégâts qu'autre chose. Et on les voit encore en ville, des malades sous traitement, le plus souvent oral, tout ce qui est hépatotoxique, sous androgène, des jeunes qui n'ont besoin de rien. Et si on traite l'hypogonadique, ce n'est pas sûr qu'on gagne la partie, parce qu'il y a autre chose qui font une dysfonction érectile. Il n'y a pas que le déficit androgénique. D'autres l'ont compris il y a longtemps, avant même que cette notion ne soit connue. C'est M. Sequard, qui était neurologue à la Salpêtrière et qui s'est amusé à mettre des lyophilisats d'androgènes de testicules de chien en sous-cutané pour voir l'effet. Il a attendu 72 ans pour faire ça et pour montrer l'intérêt des androgènes quand on vieillit. Et l'essentiel de sa communication qu'il a mis sur le Lancet il y a pas mal d'années, c'était un radical changement, une augmentation de la force musculaire et une grande facilité intellectuelle dans son travail. C'est son travail, il était à la base de la recherche des androgènes et de la synthèse, et même d'un prix Nobel qui a été donné par la suite. Si on met ces malades sous traitement, comme j'ai dit, le résultat est mitigé. En particulier, il est sans effet sur le gonadique, mais sur le reste, sur les érections matinales, l'érection, le rapport sexuel et tout ça, c'est mitigé parce qu'il n'y a pas que le déficit androgénique. Même sur des méta-analyses, on voit qu'un certain nombre de malades ne vont pas en profiter. 36 sur 55, c'est pas énorme. Ceci en corrigeant le déficit androgénique. Par contre, la testostérone améliore la réponse. Quand on est hypogonadique, quand on a un déficit androgénique lié à l'âge, chez les eugonadiques qui ne répondent pas au phosphodiestérase de type 5, parce qu'il améliore le désir, la performance orgasmique, mais à court terme, à long terme, on ne peut pas compter dessus. Je vous rappelle que la phosphodiestérase de type 5, elle a un gène au niveau du chromosome 4, et sur le bras long, et sur le loci 26, si je ne me trompe pas. Il est aussi bénéfique chez les patients qui sont transplantés rénaux, les insuffisants rénaux
et le diabète de type 2 à cause de l'interposition du syndrome métabolique qui bénéficie lui aussi du traitement androgénique. Ce traitement androgénique, il n'est pas que symptomatique, ce qu'on n'arrête pas de faire dans notre activité pour la dysfonction érectile et que n'est que du symptomatique. Le curatif, c'est la sexothérapie, la réduction des facteurs de risque et la substitution androgénique. Là, on est dans le curatif. Tout ce qui est inhibiteur de la phosphodiestérase, les dispositifs, la prot, tout ça, ce n'est pas du curatif, c'est du palliatif. Il y a une contre-indication à l'androgénothérapie. Il faut se méfier pour ne pas mettre les malades. Si on ne doit pas les mettre quand ils sont gonadiques, par contre, quand ils ont un cancer de prostate, c'est une contre-indication formelle. Cancer du sein, mais il est rare. La polyglobulie, c'est facile par l'énumération qui est systématique avant de mettre ces malades. Et l'insuffisance cardiaque sévère. Donc, à n'utiliser que sous surveillance stricte. Et quel traitement il faut choisir? L'idéal, c'est celui qui ne passe pas par le foie et qui se métabolise avec l'aromatase et qui est un intermédiaire de la 5-alpha-réductase pour avoir un effet actif et qui peut éviter au maximum les effets secondaires qui sont notamment la gynécomastie, la douleur après l'injection, les sauts d'humeur aussi, parce que quand on prend un hypogonadique, on le traite, un eugonadique, on va le doper et on va introduire un certain nombre d'effets secondaires dont il n'en a pas besoin, sans pour autant améliorer la libido. C'est une sorte de dopage. Donc, comme adjuvant au traitement de phosphodiestérase, on a une amélioration nette et qui se prolonge dans le temps, et on a une amélioration de la fonction érectile, mais aussi de la fonction orgasmique en mélangeant avec le sildenafil. Toutes les études sont d'accord là-dessus avec des chiffres significatifs, 92, 70 et 65% dans les méta-analyses. Dans la surveillance de ce traitement, il faut suivre les guidelines pour ne pas faire n'importe quoi et il faut être le plus souvent à jour dans ces guidelines parce qu'ils changent de temps en temps. Il y a le can-be, il y a le must-be, il y a le should-be et tout ça, il faut le lire attentivement. Il y a des traductions qui se font au niveau de la société française et dans la société marocaine d'urologie qui montrent que ces guidelines sont sujets à des modifications avec le temps. L'hypogonadisme est une maladie. Ça, il faut admettre que ce n'est pas un luxe qu'on traite ou quelque chose qu'on traite pour rien. C'est une maladie et ceci, c'est de grade A. C'est important. Donc, c'est un malade, il faut le traiter. On ne peut pas dire il est hypogonadique, on le laisse tranquille parce qu'il s'expose à tous ces problèmes de cognition, au niveau osseux, au niveau musculaire, c'est des éléments qui peuvent réduire l'espérance de vie du malade et son confort et de sa qualité de vie. Traitez toujours après bilan. Il ne faut pas balancer les androgènes comme ça d'emblée en consultation. Il faut un bilan souvent de base et qui peut être de façon optionnelle modifié en fonction des résultats. Et aucune indication à un tas de bilans qui est souvent à résultats contradictoires et qui ne débouche sur rien et souvent inutile. Trouble d'érection plus testostérone basse, il faut d'abord mettre les malades sous testostérone et après, s'ils ne s'améliorent pas, on peut les remettre sur les phosphodiestérases de type 5 parce qu'il n'y a pas que le déficit qui altère leur fonction sexuelle. Et quand ils ne sont pas d'emblée répondeurs, dosez la testostérone. Et si elle est basse, associez la testostérone. Ça nous arrive des fois d'avoir un échec aux phosphodiestérases de type 5, aux inhibiteurs. Et à ce moment-là, on revient en arrière et on dose la testostérone, même chez les jeunes. Parce qu'il y a des cas où, tant qu'on n'améliore pas le taux d'androgène, on n'aura pas de résultat chez ces répondeurs. Et on peut aller dans l'escalade de traitement symptomatique et non, qui n'est pas curatif et qui est plutôt palliatif. Donc, au minimum, il peut restaurer la libido quand elle manque, ce traitement. Et il peut améliorer aussi l'efficacité des inhibiteurs et améliore tout ce qui est extra-sexuel dans l'hypogonadisme. Ça, vous l'avez vu tout à l'heure. Revenir à la prostate, toucher, dosage de PSA pour ou pas biopsie prostatique, échographie dont le suivi qui soit régulière, au départ tous les 3 mois, pour tous les 6 mois, avant même la prescription. L'intérêt de traiter ces hypogonadismes, chez ces 15% au-delà de 50, selon les statistiques, mais globalement, c'est un peu ça, retrouver la libido et surveiller un adénocarcinome
qui, sous l'effet de l'hypogonadisme, si on ne le surveille pas, si on ne le suit pas, il est généralement très méchant. C'est comme si on revient vers l'avodar et le finastéride et qu'on traite les malades, ils vont baisser leur PSA, ils vont faire moins de cancers bien différenciés, mais quand ils le feront, il sera très méchant, de mauvais pronostics. Effets secondaires, tout le monde les connaît, la gynécomastie, la fertilité compromise. Chez un eugonadique, les androgènes ont un effet stérilisant, de contraception. Réaction cutanée, surtout dans les patchs et dans les gels, la rétention liquide, l'acné et l'hypertrichose. Est-ce qu'il nous arrive de demander une IRM? Oui, quand elle est effondrée, cette testostérone, quand la LH est anormalement basse, c'est-à-dire qu'on a un hypogonadisme hypogonadotrope. Et là, on pense qu'il y a quelque chose au niveau de la base des cerveaux. Et quand la prolactine est élevée, il faut demander une IRM pour voir la base des cerveaux. Et surtout quand on a une céphalée intense d'installation récente avec une hémianopsie bitemporale, c'est-à-dire une lésion au niveau du chiasma à la base du cerveau. Il faut se méfier des androgènes quand vous les donnez chez un malade qui est déjà sous anti-androgène. Et là, c'est comme on dit, vous mettez de l'eau sur une citrouille, ça passe pas. Le flutamide, le lexine, le bicalutamide, ça, ces androgènes, des anti-androgènes non stéroïdiens qui sont des adjuvants du traitement du cancer de la prostate. Les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, là aussi, par le biais du blocage, ils vont entraîner une baisse de la DHT. Et donc, si on donne des androgènes, ça ne sert à rien. Le danazole, ça, les gynécos le connaissent très bien pour traiter l'endométriose. Et l'acétate de cyprotérone, l'androcure classique, qui est un anti-androgène, cette fois-ci stéroïdien. Quand on fait un excès de traitement de on a des troubles de l'humeur et on n'arrive pas à rétablir ce cycle de sexualité, c'est-à-dire une bonne initiation sous androgène pour améliorer le désir, d'un acte sexuel pour améliorer la réalité et d'un orgasme et éjaculation qui sont strictement dépendants de la testostérone. L'hypertrichose, ça fera que Angelina Jolie ne sera pas aussi jolie. Et ça, je vous le rappelle, parce qu'il y a les gels que les gens peuvent se tartiner d'androgène et ils doivent mettre un t-shirt pour dormir au lieu de faire des câlins. Et il y a un passage transdermique dans le couple qui fait qu'on a vu une testostérone augmenter chez le ça, c'est de façon un peu exagérée. Quand on sous-dose ces malades en androgène, on a le résultat qui est comme ça. La femme, elle est en stand-by, alors que c'est sa testostérone qui est basse. Et il faut trouver un juste équilibre pour leur rendre leur jeunesse et leur amener une vingtaine ou une trentaine d'années en avant. Merci de votre attention.